Bonjour à tous. Bienvenue à tous sur ce panel dont le thème est Is FinTech the fastest way to exit? Merci à tous. N'hésitez pas, pour ceux qui sont debout, vous rapprocher et vous installer à l'ombre si possible. À droite. Merci beaucoup aux participants de ce panel d'avoir accepté d'être avec nous. Donc, parmi nous, on a Nicolas Rebout, cofondateur et CEO de Shine, Néobank qui a été racheté récemment par la Société Générale, Néobank dédié aux PME et aux freelances. Bonjour. Et Philippe Emmerich, directeur général délégué du groupe Société Générale, qui vient donc de procéder au rachat de Shine. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'être parmi nous. L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment ça se fait que dans les fintech, on a autant d'exits en Europe, autant d'exits aussi rapides. Et en introduction, du coup, je voudrais rappeler un peu la trajectoire éclair de Shine, une société qui a été créée en février 2018, qui a levé des fonds 8 millions en fin d'année 2018, qui a relevé 2,5 millions en 2019, puis s'est fait racheter par Société Générale en 2020, à un moment où vous aviez 70 000 clients. Et donc vraiment une croissance très rapide qui fait écho finalement à ce qu'on voit dans le marché avec de plus en plus d'exits fintech en Europe. On compte sur les 6 dernières années une valorisation de 83 milliards d'euros si on réunit toutes les sorties fintech européennes qu'il y a eu sur les 6 dernières années. Donc on pense bien sûr en tête, on a cette IPO d'Adyen à plus de 7 milliards d'euros et le rachat de iZettle par PayPal pour près de 2 milliards de dollars. Pourquoi les fintech arrivent à croître aussi rapidement en Europe? Comment font-elles pour réussir leurs exits? J'aimerais vraiment te poser la question, Nicolas, déjà sur quoi tu te concentres quand tu crées une société comme Shine? Quels sont les KPIs que tu vas regarder en premier lieu? On sait que la rentabilité, ce n'est pas le fort des fintech en Europe. Donc, quels sont les chiffres clés ou les achievements sur lesquels tu te concentres quand tu fais grossir une boîte comme Shine jusqu'au rachat de Société Générale? En fait, tous les KPIs vont être un faisceau d'indicateurs qui prouvent qu'on a mis à jour un besoin important et qu'on l'a satisfait correctement. Le point de départ de Shine, ça a été de se rendre compte que les indépendants, les petites entreprises, etc., avaient beaucoup de mal avec le poids administratif des démarches qu'ils avaient à remplir, faire ses factures, trouver les mentions légales, trouver un expert comptable, collecter ses reçus, etc. Tout ça, c'est très lourd. Et il n'y avait pas vraiment de réponse adaptée. Et en continuant à réfléchir à ce projet, on s'est rendu compte que construire notre produit autour du compte pro, ça permettait d'être au centre de toutes les interactions et de faire un produit plus intuitif, plus instinctif, plus en temps réel. Et là, on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas forcément satisfaits de leur compte pro. Ils étaient de plus en plus habitués à des expériences très fluides, très efficaces pour le compte perso, avec la vague des banques en ligne, puis la vague des nouvelles néobanques, etc. Mais sur la partie pro, ça n'avait pas encore pris ce pli. Et donc le mélange des deux, ça nous a permis de lancer Shine et de faire un produit qui plaisait aux gens. Alors derrière, oui, ça a généré de l'attraction, donc une croissance assez rapide du nombre de comptes qu'on ouvrait, croissance du chiffre d'affaires aussi, parce qu'en fait on avait mis à jour ce besoin et les gens étaient prêts à payer pour cet accompagnement, cette protection. Et tout mis bout à bout, ça faisait qu'on avait des beaux chiffres de rétention, des beaux chiffres de croissance, des beaux chiffres de rentabilité par client, et ça fait une bonne boîte. Et côté Société Générale, quand vous étudiez une société comme Shine pour un rachat, qu'est-ce que vous regardez en premier? Est-ce qu'il y a un chiffre clé qui vous fait décider que c'est Shine, la néobanque que vous allez racheter et pas une autre? Alors vous savez, dans le groupe Société Générale, on a Boursorama. Donc, concernant les KPI en matière de banque en ligne ou de néobanque, on connaît un peu, effectivement, le rythme de croissance, le coût d'acquisition par client, l'attrition, etc. Mais en fait, c'est pas ça qu'on regarde principalement. La première chose qu'on a regardée et qu'on a vu, qu'on partageait, c'était en fait finalement cet intérêt pour ce marché très particulier qui est celui des professionnels et des TPE. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une vision commune, une volonté, tant c'est chez Shine qu'à Société Générale, de soutenir ces gens qui vraiment constituent le terreau des entrepreneurs en France. La deuxième chose, c'est, vous savez, on dit souvent au cœur du digital, c'est de l'humain. Et moi, j'ai été,
toute l'équipe à Société Générale extrêmement séduit par les profils de ces deux entrepreneurs. Et il y a eu un fit, et on s'est dit que c'était des personnes avec lesquelles on voulait construire quelque chose. Le troisième point, c'était le modèle. Il a été très bien expliqué, qui nous paraissait très pertinent sur ce marché. Et puis ensuite, on a eu la vision de comment ça pouvait s'intégrer dans le dispositif Société Générale. Une imbrication assez naturelle entre ce qu'on offre déjà, basé certes sur le digital, sur de l'expertise et le conseil, et puis cette néobanque qui venait adresser un segment très, très particulier. Et puis évidemment, il y a des synergies, des nouveaux produits qu'on peut apporter à la clientèle de Shine en matière de financement, en matière d'assurance. Et tout ça, ça vous fait une vision qui évidemment après est déclinée en business plan, mais l'essentiel dans cette opération, dans ce rapprochement, comme dans beaucoup d'autres, c'est la vision. Et la vision partant du client. Est-ce que c'est possible en 2020 de créer une néobanque rentable ou ça n'arrivera jamais? En tout cas, on fait tout pour et on est en bonne voie. L'histoire nous le dira. Mais c'est clair qu'on est dans une démarche durable. On essaye de trouver des produits pour lesquels les gens sont prêts à payer, qui sont des qualités qui sont défendables par rapport à la concurrence et qui vont faire de Shine une entreprise rentable au sein du groupe Société Générale, mais avec un produit indépendant, une marque indépendante, etc., et qui soit à l'échelle de l'entreprise rentable. Aujourd'hui, sur chaque client Shine, l'entreprise réalise du profit. C'est-à-dire qu'on met, je ne peux pas donner tous les chiffres, mais moins d'1 an à rentabiliser nos coûts d'acquisition clients, y compris le marketing, l'onboarding, etc. Et ensuite, encore une fois, je ne peux pas donner tous les chiffres, mais ce que génère un client dans toute sa durée de vie chez Shine, c'est de nombreuses fois ça. Donc on a tous les éléments en main à date pour construire une entreprise rentable sur cette base, et c'est très clairement notre objectif, rentable et responsable. Oui, c'est une autre spécificité de Shine, cette volonté d'être une néobanque responsable. C'est en tout cas une spécificité de l'équipe d'avoir à cœur de construire une entreprise qui se soucie le plus possible de son impact, à la fois sur l'environnement, sur les autres parties prenantes, donc ses fournisseurs, les associations, ses clients, etc. Et puis sur le bien-être de l'équipe. Et donc on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire notre impact direct et indirect et pour innover et mettre en place des pratiques les plus en plus responsables. Donc on a été parmi les premiers à faire un très long congé second par an pour tout le monde, bien au-delà du congé légal. On a réalisé notre bilan carbone qu'on a rendu public, à la fois en répartition des émissions, mais en volume total aussi. On travaille avec nos fournisseurs, les principaux, pour qu'eux aussi fassent leur bilan carbone et réduisent leur impact, etc. On fait tout ce qu'on peut pour que ça se passe le mieux possible. Philippe Aymerich, vous regardez, j'imagine, avec attention ce marché des startups dans la FinTech. Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques, des innovations, des propositions de valeur qui ont retenu votre attention récemment, des innovations que vous voudriez voir émerger et qui vous intéresseraient, vous, comme acquéreur potentiel, par exemple? Alors, je voulais juste rebondir sur le propos qui est très important, c'est que moi, je suis convaincu que Shine sera extrêmement rentable. Parce que la proposition de valeur, elle est extrêmement claire, le client l'aperçoit et il accepte d'entrer, de payer. Et ça, c'est, voilà, vous avez la clé du modèle, la démonstration, elle est là. Alors sur les initiatives, je pourrais mentionner, parce qu'il y a beaucoup de coups de cœur. Alors j'en mentionnerai une, la première, c'est une fintech qui s'appelle ICA, avec laquelle on travaille dans le domaine des activités de marché. Alors vous savez, dans le domaine des activités de marché, le nombre de données qu'on doit traiter se chiffre en milliards. Et on travaille avec cette start-up pour toute l'analyse de nos risques, l'analyse de notre liquidité. Et ils nous ont beaucoup aidés, que ce soit en capacité de traitement, en réduction des frais informatiques associés à ce traitement, et puis aussi en visualisation des analyses qui sont rendues. Je pourrais mentionner aussi Comgo. Alors là aussi, c'est très pointu. On parle de financement de matières premières qui s'appuient sur la technologie blockchain. Et là, on voit bien que ce sont des choses, il y a encore 4-5 ans, c'était des mots un peu abstraits.
Et aujourd'hui, voilà, il y a des produits qui sont traités sur cette plateforme. Et puis alors 2 autres, pour ne pas être trop long, qui sont intéressantes parce qu'elles combinent, on parlait d'entreprise responsable, et elles combinent à la fois cette dimension digitale et cette notion d'entreprise responsable. Il y a Lumo, qui fait maintenant aussi partie du groupe Société Générale, qui est une plateforme de prêt participatif finançant la transition écologique. Donc on voit bien qu'on réunit 2 sujets qui nous sont chers. Et puis Yop, alors qui est peut-être pas tellement connu ici parce que c'est une start-up là aussi, enfin plus qu'une start-up maintenant, une banque de la Société Générale en Afrique de paiement mobile. Donc voilà, c'est pour les personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Et c'est très important parce que évidemment, c'est un facteur d'insertion très très fort dans l'économie et même dans leur pays. Donc Yop est une très très belle histoire. Qui est encore toute récente, mais à laquelle on croit beaucoup et qui rejoint là. Vous savez que l'Afrique est un continent qui nous est cher, et c'est une magnifique illustration. Toi, Nicolas, il y a des sujets spécifiques au sein des fintech que tu vois émerger, des sous-secteurs ou des business models qui ont retenu ton attention dernièrement? En fait, de manière générale, on aime bien tous les modèles qui viennent enrichir ce qu'on connaît déjà, et dans notre cas, c'est enrichir le compte pro. Donc, encore une fois, pour prendre l'exemple de Shine, en général, on ne s'attend pas du tout à ce que son banquier puisse nous aider à créer notre entreprise, faire le dépôt de statut, faire des factures, savoir si on a droit à telle ou telle aide, etc. Et en fait, ce n'est pas forcément le job d'un expert comptable non plus, tout le monde ne l'a pas. Donc voilà, en fait, en venant avec un regard neuf, avec les technologies actuelles, on arrive à construire un produit qui est très différent de ce qu'aurait construit quelqu'un qui est habitué à travailler dans une banque traditionnelle. Parce qu'on est parti d'un problème qui était différent et qu'on s'est rendu compte que intégrer la banque dans notre solution répondait mieux au problème. Donc de manière générale, on aime bien tous ces modèles-là qui sont un peu hybrides et qui rajeunissent tout, quoi. Et puis avant de terminer, je voudrais quand même vous poser une dernière question concernant nos amis les GAFAM et les BATX. On les voit de plus en plus arriver sur les sujets FinTech. Est-ce que vous vous sentez menacé en tant que néobanque ou en tant que banque institutionnelle? Quels sont les freins, à votre avis, à leur entrée sur le marché des FinTech? Et au contraire, quelles peuvent être les menaces qu'elles représentent? 2 réponses. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de se mettre toujours en mode défensif. Et je crois que plutôt que de parler d'opposition, y compris avec ces big tech, il faut parler de coopération, de coalition. Nous, on travaille avec eux sur un certain nombre de sujets. Et c'est très intéressant. Et ça fait partie de notre ouverture à tout cet écosystème, hein, c'est le terme qu'on emploie, être à 360 degrés, travailler avec toutes les parties prenantes, dont les fintech, dont les big tech. Et par ailleurs, moi je pense que toutes ces nouvelles technologies, elles nous aident nous aussi à aller plus loin que nos domaines d'activité traditionnels. Et c'est l'occasion, on a la chance d'avoir la confiance de nos clients, de bien les connaître, et donc une capacité à leur projeter davantage de services, davantage de produits. Donc surtout pas d'approche défensive, une approche réaliste et puis en même temps très ambitieuse parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Je suis complètement d'accord avec ça. Aujourd'hui, on imagine très mal un GAFAM faire exactement un concurrent de Shine, par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup de spécificités administratives liées à la cible et tout. Et même si on est une boîte énorme avec des financements énormes, c'est quand même très difficile de se disperser tout le temps et de tout faire à la fois. Donc ils sont eux aussi, peut-être même plus que quelqu'un d'autre, obligés de choisir leur combat, et ils ne peuvent pas aller sur tous les terrains non plus. La façon dont on le voit, c'est plutôt que la finance a beaucoup changé ces dernières années, avec la DSP2, avec les innovations réglementaires, avec les innovations technologiques. Et donc on retrouve des éléments d'ingénierie financière dans des produits qui avant n'auraient jamais eu leur place dedans, parce que c'était réservé à des banques traditionnelles, avec tout ce que ça implique de poids réglementaire et tout. Aujourd'hui, un peu tout le monde peut faire de la fintech, quoi. Et plus ça va être le cas. Donc tout le monde va innover sur ces aspects-là.
Mais de là à créer des concurrents directs de sociétés qui ont le compte en banque et de tout, très sincèrement, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. On verra bien. Nous, aujourd'hui, il semble y avoir la place pour ce qu'on est en train de construire. On continue à aller le plus vite possible, essayer de rendre nos clients heureux, nos employés heureux, et on verra bien où ça nous mène. C'est une belle conclusion. Merci à tous les deux, Nicolas Revoux, Philippe Emmerich, d'avoir accepté d'être parmi nous. Et donc, ce que je retiens en conclusion du panel, oui, c'est possible de créer une société rentable dans les fintechs. On se concentre sur l'expérience utilisateur, le positionnement, la différenciation et la capacité de monétisation dès le début auprès de ses clients. Merci à tous les deux. Merci. Merci.